On s'est jamais dit qu'on serait uniquement financé par des investisseurs de capital risque. On s'est toujours dit qu'il y avait qu'on s'associerait avec les gens qui nous permettraient d'aller plus loin dans la vision qu'on avait. Et donc on n'a jamais fermé la porte aux investisseurs industriels, jamais fermé la porte aux investisseurs de capital risque. Enfin voilà, on est des gens pragmatiques et on veut trouver des gens qui ont envie d'écrire l'histoire avec nous. Donc tout le monde n'était pas convaincu au début. En revanche, petit à petit, on arrive à voir les bénéfices de cette association, puisque je préfère parler d'association que de rachat, parce que pour nous, on le vit plus comme une association, comme un rachat, parce que notre vision, c'est qu'ils vont nous aider à aller plus loin, alors que le rachat sous-entend un peu que derrière, c'est un peu fini, que c'est un peu la fin de l'histoire des fondateurs, ce qui n'est pas du tout notre cas. Alors, ce qui est certain, c'est que la répartition des rôles s'est faite de manière très naturelle et des périmètres de manière très naturelle. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'équilibre entre 5 associés, c'est une construction lente par sédimentation. Donc, ça veut dire qu'au début, tout est compliqué. Et petit à petit, avec l'expérience, on arrive à comprendre, chacun trouve sa place, on arrive à comprendre aussi comment chacun fonctionne, dans quoi est-ce qu'il est fort, etc. Et ça, pour le coup, c'est un apprentissage lent, mais qui fait qu'aujourd'hui, après 5 ans, on est, je crois, en tout cas, c'est mon cas et je pense que c'est le cas de mes associés, alignés, heureux dans la relation, on se fait confiance surtout, et on a vraiment réussi à trouver, je trouve, un équilibre d'association qui marche très bien. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, aujourd'hui on a un invité exceptionnel en face de nous. Il s'appelle Arthur Barillas de T. Et avec nous, et avec moi plutôt, en co-host, nous avons encore une fois Sauvan Saint-Léger, notre Investor Relation, que vous connaissez tous maintenant. Revenons à Arthur Barillas de T. Bonjour. Enchanté, bonjour. Enchanté Aurélie. Merci beaucoup d'être venu. Enchanté Sauvan aussi. Je t'en prie, enchanté Sauvan. Très poli dans ce podcast. Ouais, n'est-ce pas ? Bienvenue, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir et nous raconter l'histoire d'Oversea, le commissionnaire de transport nouvelle génération. Tu vas nous expliquer toute votre histoire. Vous avez été racheté par Bolloré il y a 1 an et demi. 2 ans, ouais. 2 ans, pardon. Mes fiches sont pas à jour. Mais avant de parler de toute cette belle histoire avec ton gang des cofondateurs, tes 5 lurons, on va parler de toi. Et ouais, volontiers. En fait, on parle pas du tout d'Oversea, en fait. On veut juste... Je découvre, mais volontiers. Qui es-tu, Arthur ? D'où viens-tu ? Où as-tu grandi ? Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur Je m'appelle Arthur Barillas de T, c'est important, c'est le nom de ma femme aussi. Deuxième invité quand même, qui a rajouté le nom de sa femme après son nom de famille. Voilà. Très moderne. N'est-ce pas ? Ouais. J'ai 31 ans. Est-ce que c'est parce qu'il y a une particule en plus ou c'est ce que disent les gens mal intentionnés, exactement. Je me mets dans cette case. N'est-ce pas ? J'ai 31 ans, j'ai grandi à Paris, un tout petit peu en Égypte, où j'ai eu la chance de passer quelques années quand j'étais plus jeune. J'ai un parcours relativement traditionnel, en tout cas plutôt classique, prépa, HEC. Ce qui a été important dans mon parcours, c'était de faire un grand voyage à vélo. J'ai eu la chance de passer 7 mois sur un vélo pour voyager à travers le monde, à travers une quinzaine de pays. T'as voyagé de où à où ? De Nouvelle-Zélande jusqu'à Paris. Incroyable. Ouais, notamment à travers l'Asie centrale et ensuite d'Istanbul à Paris aussi à vélo. Enfin, j'ai fait tout ça à vélo. À quel âge ? Mais en combien de temps ? En 7 mois, en prenant un peu l'avion entre... Mais attends, mais on a quel âge ? On est déjà parti à... T'avais quel âge là ? J'avais 23 ans. C'est un fast track sur sa vie. Là. Ah ouais, non, mais c'est ça. On n'a pas su si t'avais des frères et sœurs, où t'allais en vacances et... Ouais, on est passé assez vite. J'ai une grande sœur qui est prof de philo aux États-Unis. Qui est quelqu'un de très brillant. Elle a fait des podcasts, elle écrit pas mal de choses, donc si vous voulez vous renseigner, faites-le. Elle s'appelle Laure Barillas. Donc voilà, mes parents sont fonctionnaires, puisqu'on rentre dans le détail. Non mais attends, c'était une blague. C'était une blague. Mais c'est très bien, t'as grandi à Paris. À Paris. Et t'as tout de suite aimé le vélo. C'est exactement ça, non en fait, le vélo, c'était important pour moi. J'ai fait 2 années de césure.
ce qui se fait maintenant de plus en plus à HEC. Et à l'issue de ma première année de césure, j'avais envie d'aller faire autre chose, de prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et en fait, le vélo, c'est quand même pas mal pour ça, parce qu'on reste assis sur une selle 10 heures par jour, 10-12 heures par jour, et on tourne en rond quand même un peu, hein. C'est un peu comme si vous faites de la rando, vous le savez, c'est des moments quand même de réflexion et d'introspection. Et la version courte, c'est qu'à la fin de ce voyage, je me suis rendu compte que ce dont j'avais envie dans la vie, c'était d'entreprendre. Et que je serais salarié s'il le fallait, mais qu'en tout cas je voulais commencer par là. Donc ça, c'était un peu, je dirais, la graine. J'ai dit que mes parents étaient fonctionnaires, ça joue quand même un rôle aussi dans ma volonté d'entreprendre. J'avais envie d'avoir quelque chose, d'être un peu maître de mon destin, d'avoir de l'adrénaline au travail, de sentir que je construisais quelque chose aussi. Ça, c'était vraiment essentiel, et ça l'est toujours pour moi aujourd'hui. Donc c'est comme ça que ça s'est lancé. La deuxième étape, je dirais que c'est de rencontrer des associés. Donc j'ai rencontré... Et dans ta vie, avec des entrepreneurs, pardon de te couper, qui t'inspiraient, parce que tu vois, tu n'avais pas de modèle, tes parents, tu avais des gens dans l'écosystème, Ouais, complètement. Alors déjà, j'ai un de mes très bons amis de lycée qui a monté une entreprise de reconditionnement d'ordinateurs qui marche incroyablement bien, qui s'appelle Okamac, et qui a 19 ans a monté sa boîte. Et je crois qu'ils sont un peu plus de 100 salariés aujourd'hui, 100% autofinancés. Enfin, c'est une réussite absolument dingue, qu'il a monté tout seul, sans capital de départ, quand il était étudiant. Donc franchement, c'est une histoire dingue. Donc j'ai eu cet exemple-là qui m'a beaucoup inspiré, qui a un peu démystifié la possibilité d'arriver à faire des choses significatives sans avoir d'expérience préalable ou de grand capital de départ. Donc j'avais ça, et après dans nos investisseurs, ça arrive un tout petit peu après, mais il y a des gens que j'ai trouvé vraiment impressionnants. On avait un investisseur qui s'appelle Patrick d'Alsace, qui était un des fondateurs de La Fourchette, qui a été vraiment très utile dans le début de la vie de l'entreprise, et voilà. Et ensuite on a été accompagné par d'autres gens, mais... Ouais, mais déjà à la base, quand tu es à l'école, déjà tu as envie de faire ça suite à ton voyage, et ensuite tu as vu des potes monter leur boîte, et tu te dis, là maintenant j'ai envie de faire la même chose, et il faut trouver des associés. On en revient à l'étape 2. Exactement. Et peut-être aussi, je peux parler des fondateurs de Side, que vous connaissez peut-être, Gaspard et Pierre, qui étaient une promotion au-dessus de nous, et qui ont monté Side un an avant nous. Et c'est vrai que c'était un exemple aussi pour nous de voir que des gens qui étaient étudiants se lançaient sans expérience, réussissaient. Je pense à Robin Choy aussi, et Paul Bachelier d'ailleurs Sweet. On avait des exemples aussi autour de nous quand on a voulu se lancer. Et c'est vrai que ça joue un rôle important de se rendre compte que des gens qu'on connaît, qui sont certes intelligents et bosseurs, mais réussissent et arrivent à faire des choses, c'est vrai que c'est motivant, ça enlève une partie des barrières mentales qu'on peut avoir. Ouais, parce que ça peut faire un peu peur aussi de se lancer directement après l'école, et on voit plus autour de nous des schémas de personnes qui travaillent, qui arrivent à avoir une rupture conventionnelle ou quelque chose avec un peu plus de sécurité que de se lancer directement après en étant encore étudiant, ce que vous avez fait. Ouais, c'est vrai. Et donc de ce point de vue-là, l'exemple qu'on avait était assez motivant et convaincant. Et l'autre, je pense, institution à laquelle il faut rendre crédit, c'est HEC, qui a une majeure et un programme qui s'appelle le Startup Launchpad. Et en fait, quand j'ai rencontré mes associés, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Et le cursus scolaire qu'on avait nous poussait à créer une boîte, à la faire la pitcher devant des investisseurs, à très vite essayer d'aller rencontrer des clients. Enfin voilà, et le cadre, je dirais, académique qui nous a été proposé nous a grandement aidé à monter la boîte. Et donc comment on trouve 4 associés ? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une réponse à ça encore aujourd'hui. Déjà, c'est un point important. Donc nous, on est associés et amis. Et c'est ça qui est peut-être aussi assez original, au-delà du fait de s'associer à 5. Bien qu'il y ait plein de belles réussites à 5 et plus associés. PayPal peut-être. Vestiarco. Ah non, ils n'étaient pas forcément tous amis. Ils étaient beaucoup Vestiarco. Je sais pas s'ils étaient amis... Mais pas amis, c'est vrai. Et amis, c'est aussi un peu plus rare. Et en fait, donc, je me suis associé avec 4 personnes. Mathieu, Georges, Brieux et Antoine. Mathieu et Brieux étaient des amis d'HEC. On se connaissait depuis un certain temps. Et on savait qu'on avait envie de monter quelque chose ensemble. Et on a rencontré Georges et Antoine après, qui sont devenus aussi de très bons amis, en plus d'être... d'excellents associés. Et c'est un point qui est important pour nous aussi, puisque c'est ça qui, je trouve, donne un cadre
qui donne envie de faire plus, qui donne un cadre motivant et ambitieux. Donc ça a très bien marché pour nous. Ouais, on y reviendra, je pense que même c'est important dans la vente de comment est-ce que tu te mets d'accord justement à 5 amis et 5 associés. Mais du coup, donc là, vous finissez à HEC et vous vous dites à la base tous les 3, bon, on va monter quelque chose. Est-ce que vous savez un peu ce que vous voulez faire, comment le faire ? Il y a un peu un vide aussi à ce moment-là. Et je pense à pas mal d'étudiants qui peuvent aussi écouter de savoir, tu sais pas par où commencer en fait. Ouais, alors pas savoir par où commencer, je pense que c'est un peu le cas de figure de tous les étudiants. On avait tous fait des stages et je pense qu'on n'avait pas eu de vocation ou de révélation dans les différentes expériences qu'on avait eues. Donc on se sentait pas appelé par exemple par le conseiller en stratégie. Qui se sont vraiment appelés Non, ouais. Sûrement une partie des gens qui nous écoutent, hein, en tout cas je l'espère, et surtout des gens qui le font. Donc on sentait que c'était pas tellement ça qu'on voulait faire. Et en fait au tout début on s'est assis autour d'une table avec Mathieu et Brieux. Et on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble, et chacun est venu avec une idée, un problème, ou en tout cas un sujet d'intérêt qu'il avait pu rencontrer dans ses différentes expériences pro et stages. Donc on s'est assis autour d'une table. Moi j'ai proposé une idée dans les RH. Je leur avais dit que j'avais fait une mission dans une entreprise qui avait des énormes problèmes de recrutement, de recrutement de grands volumes de candidats. Et j'avais proposé de créer un algorithme qui permette d'objectiver le recrutement sur CV en identifiant dans le CV d'une personne ce qui pouvait prédire la performance dans le job en question. Donc ça, c'était ma proposition, qui a été poliment refusée par mes 2 associés, sous le prétexte que les RH les passionnaient pas, qu'ils n'avaient pas envie de travailler 10 ans là-dedans, voilà, accepté et subi, hein, mais pour être franc. Donc ça, c'était ma proposition. Brieux a fait une proposition sur les syndics, qui a été immédiatement refusée, sous le prétexte que, pour à peu près la même raison, que c'était un secteur qui nous passionnait pas et dans lequel on se voyait pas travailler 10 ans. Et la proposition de Mathieu est celle qui a été gardée. Mathieu nous a parlé de l'expérience qu'il avait eue dans une entreprise en Australie, qui importait des meubles depuis l'Asie et qui les vendait sur un site internet. Et Mathieu nous a parlé de la façon dont l'import était géré là-bas, en nous disant qu'il avait été exposé au sujet et nous avait dit je trouve que c'est étrange, les modes de fonctionnement sont quand même assez archaïques, le niveau de satisfaction en interne est bas sur le sujet, voilà. Donc ça, c'était un peu, je dirais, le point de départ. Et comme souvent, je pense qu'il faut une vraie dose de fascination, ou en tout cas un intérêt fort pour la matière dans laquelle on travaille. Et ce qui a tout changé, c'est quand on a commencé à s'intéresser au sujet du transport international, on a été happé par le secteur, et c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, c'est une des missions de l'entreprise, c'est de rendre accessible et de décrypter un secteur qui est un peu complexe, et de le rendre aussi attrayant parce qu'on trouve qu'il est passionnant. Et ce qui nous a plu dedans, c'est que c'est des métiers internationaux, donc on est exposé à beaucoup on travaille beaucoup avec l'Asie, avec les US. Il y a beaucoup de sujets culturels dans ce qu'on fait aussi. C'est des métiers en perpétuel changement, donc en fait, vous avez peut-être en mémoire l'Ever Given, donc le bateau qui a bloqué le canal de Suez. Amazon a joué aussi aussi joué un rôle important dans le fait de rendre visibles et intéressant aux yeux du grand public les sujets logistiques. Donc voilà, c'est un monde technique dans lequel qui est complexe, qui nécessite de devenir expert, qui nécessite un vrai gros effort, un vrai gros investissement pour arriver à créer de la valeur dans cette industrie. Autre point important, c'est une industrie qui a un impact environnemental très élevé, hein. Le transport international, c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le 6e, je crois, plus gros contributeur sur le sujet. Et en fait, c'est un secteur dans lequel tout est à faire. On a tout à construire. Et ce qui nous a, je pense, beaucoup motivé, c'était la perspective de sentir que on pouvait avoir un impact significatif sur un secteur qui était important et dans lequel la densité d'innovation est moins importante que dans les RH, justement, ou dans d'autres secteurs de l'économie. Donc là, Mathieu gagne le débat. Vous vous dites, on part dans le transport de marchandises. Exactement. Et comment est-ce que vous trouvez alors Antoine et Georges, qui sont ingénieurs de formation, donc qui vont compléter la brique
Exactement, donc c'est ça, Mathieu, la proposition de Mathieu est acceptée à l'unanimité. J'aurais aimé être une petite souris parce que je suis pas sûre que ça va passer de manière on lève la main, on vote. Ah ben, on pourrait y revenir, toutes les décisions chez nous sont pas forcément prises dans le calme absolu, mais en tout cas c'était une idée qui nous a instantanément plu. Et ensuite la réflexion est simple, c'est de dire nous on est persuadés que la technologie a un rôle à jouer dans l'optimisation de cette industrie. Il y a plein de façons de le faire, mais en tout cas, c'est une conviction de fond, à la fois sur des sujets d'efficacité économique et de transition énergétique et écologique. Donc nous, on a été convaincus par ça. Et donc on s'est dit, on veut avoir un prisme innovant sur cette industrie. Et mes associés sont des gens très doués. Mais à 3 diplômés de la même école de commerce, je pense qu'on va pas forcément très loin. Donc on avait absolument besoin d'étoffer notre équipe de fondateurs avec des profils ingé, avec des compétences très différentes. Et dans ce cadre-là, on contacte Georges, qui était stagiaire avec Brieux dans une entreprise qui s'appelait Hoist, puisque je crois qu'elle n'existe plus. Je crois qu'elle n'existe plus non plus. Voilà, pour être pudique. Sujet clos. Voilà, et donc Georges avait travaillé avec Brieux, et il s'était très bien entendu. Et Brieux nous a recommandé instantanément Georges en nous disant que c'était quelqu'un de fort, motivé, ambitieux, technique. Georges, si tu nous écoutes, c'est ton moment. Voilà, exactement. Et donc on a rencontré Georges, et ensuite en discutant avec Georges et mes associés, on s'est rendu compte qu'il nous fallait un autre profil technique pour arriver à porter le projet là où on voulait l'amener. Et en me renseignant autour de moi, j'ai rencontré par l'intermédiaire de ma femme, Antoine. Et même chose, match instantané entre nos profils d'entrepreneurs. Alors, je tiens à rappeler qu'il a d'abord refusé de rejoindre le projet, comme j'aime à lui rappeler, puisqu'il pensait qu'on n'avait pas trop d'avenir. Et la deuxième fois était la bonne. Donc, quand on lui en a reparlé, qu'on lui a dit, je pense que ça peut valoir le coup. En tout cas, nous, on a envie. Il nous a rejoints. Et voilà. Et ce qui est très important là-dedans, c'est d'avoir une relation, beaucoup de complémentarité. Ça, honnêtement, quand on se présentait au début avec 5 associés, dont 3 d'école de commerce, 2 d'école d'ingé, etc., les retours étaient relativement mitigés sur la qualité de l'équipe et la complémentarité des profils. Et en réalité, il y a une vraie diversité. On a tous des compétences différentes, des appétences différentes, qui sont très naturellement, et on a de la chance là-dedans, révélées complémentaires. Oui, j'allais venir. Comment chacun prend sa place, tu vois, trouve sa place aussi, parce que vous avez la même formation. Et comment vous arrivez à trouver votre place? Alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est que rappeler qu'on a tous, à cette époque-là, on a tous 24 ans, 24-25 ans. On est tous primo-entrepreneurs, enfin on est étudiants à cette époque-là, on est primo-entrepreneurs, et donc il y a une symétrie parfaite entre nos situations en fait. Personne n'a d'expérience, personne n'a déjà écrit une histoire entrepreneuriale, on est tous débutants. Et je pense que ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ça permet aussi de créer un cadre humble à l'association, voilà. Donc on était tous persuadés qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas de talent incroyable. Enfin, il n'y avait pas je trouve, de sujet d'ego trop fort dans l'association, et ça c'était et d'asymétrie trop forte. Donc ça c'était important. Et ensuite, c'est assez simple. On s'est assis autour d'une table tous les 5 et on a dit voilà le projet qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on se sent capable de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et en fait, très naturellement, les rôles se sont dessinés comme ça. Moi, j'étais plus attiré par la partie vente et globalement tout ce qui était lié aux revenus, ce qui intéressait moins mes associés et ce pourquoi ils avaient moins de disposition, je pense. Un de mes associés, Brieux, s'est porté tout de suite sur les opérations, ce qui était un sujet aussi qui était, je pense, un vrai sur lequel il avait à la fois une appétence et une compétence forte. Même chose pour Mathieu sur les sujets finance et RH. Et mes associés Antoine et Georges se sont naturellement répartis les périmètres produits et tech, donc ça s'est fait de manière... C'est le meilleur des mondes, présenté comme ça. C'est clair. Alors, ce qui est certain, c'est que la répartition des rôles s'est faite de manière très naturelle, et des périmètres de manière très naturelle. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'équilibre entre 5 associés, c'est une construction lente par sédimentation. Donc ça veut dire qu'au début, tout est compliqué. Et petit à petit, avec l'expérience, on arrive à comprendre, chacun trouve sa place, on arrive à comprendre aussi comment chacun fonctionne, dans quoi est-ce qu'il est fort, etc. Et ça, pour le coup, c'est un apprentissage lent, mais qui fait qu'aujourd'hui, après 5 ans,
on est, je crois en tout cas, c'est mon cas et je pense que c'est le cas de mes associés, alignés, heureux dans la relation. Et vous faites confiance sur on chaque se fait domaine, confiance sur tout, et on a vraiment réussi à trouver, je trouve, un équilibre d'association qui marche très bien. Et qui, je pense, surprend un peu au début. Parce que vous êtes à part égale dans l'association. On est à part égale, on s'est associé, effectivement, c'est un kibbutz, notre association. Mais ce qui était important pour nous aussi, et c'est ce que je disais sur le fait de l'absence d'asymétrie, c'est que quand on s'est lancé, on s'est tous dit, voilà, on est tous primo-entrepreneurs, personne n'est meilleur que personne. Donc là, vous êtes 5. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes aidés, incubés. Comment vous n'avez pas d'argent du tout ? Non. Alors, à l'époque, on rassemble 2 000 € chacun. Ce qui est beaucoup à l'époque. Ce qui est vraiment beaucoup à l'époque, ouais. Ce qui est beaucoup à l'époque. Je remercie mes parents, d'ailleurs, de m'avoir donné ce capital de départ, ouais, parce que c'est pas mes maigres stages et mon voyage en vélo qui m'avaient permis d'épargner ça. Donc, on rassemble tous 2 000 € et on crée la boîte avec donc un capital de départ de 10 000 €, ce qui, a posteriori, était une petite erreur parce qu'en fait, c'était un peu douloureux pour nous d'aller chercher 2 000 €. Alors qu'en réalité, c'est pas nécessaire, on peut créer une entreprise avec moins. On savait qu'on allait 1 000 €, ouais, complètement. On savait qu'on allait lever des fonds, donc je le referais pas forcément. Après, c'est le jeu de faire aussi des erreurs au moment de se lancer. Ouais, complètement, ouais. Ouais, on apprend, et puis bon, c'était pas une erreur très importante. Mais donc là, on se retrouve 5 autour d'une pièce, on sait ce qu'on veut faire, on sait qu'on veut se lancer dans le transport international, on sait qu'on veut créer un acteur innovant de la commission de transport, et on reviendra peut-être sur ce que ça veut dire. Ouais, exactement. Tu reviendras parce que, tu vois, on ne sait pas concrètement ce que vous faites finalement. Ouais. Mais on va y arriver. On va y arriver. Après et donc, les 7 mois de vélo, on va y arriver. Ouais, c'est ça, voilà. La suite au prochain épisode. Donc on décide de faire ça, on sait qu'on va pas y arriver seul, et donc on se dit qu'il faut s'adjoindre il faut qu'on trouve des investisseurs pour nous aider à développer notre projet. Dès le début, ouais, on était clair sur le fait que il fallait qu'on avait un projet ambitieux et que pour ça on se voyait lever des fonds. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, il nous fallait de l'expertise technique, puisqu'on ne vient pas du tout du secteur du transport à l'origine. On n'avait pas à l'époque fait de stage là-dedans. Et en fait, j'y reviens, mais c'est un métier technique, enfin c'est un univers technique dans lequel l'expérience est très importante. Et donc les 2 points sur lesquels on décide d'avancer, c'est levée de fonds et expertise technique. Mais là, vous n'avez pas de produit au moment où vous dites on va lever des fonds. Non. Ce qui peut paraître contre-intuitif. Pas de client, pas de produit, juste une idée. Pas de client, pas de produit. Et une équipe qui peut lever des millions. Pas d'expérience. Ouais. Pas d'expertise. Donc j'espère que ça décomplexera tous les gens qui écoutent ce podcast. C'est génial. Et on est tout juste étudiant, ou tout juste jeune diplômé à l'époque. Et ce qu'on se dit, c'est la partie levée de fonds, on va essayer de trouver des gens. Et deuxième chose, la partie expertise, on va essayer de faire rentrer des business angels qui ont des investisseurs qui ont un savoir-faire, qui ont une capacité à nous accompagner sur ces sujets. Et ensuite, on va aller faire des stages sur le terrain, nous, pour apprendre, se faire notre propre avis, savoir-faire avant de lancer la boîte. Donc l'étape dans le deuxième point, la première étape, c'est d'aller faire des stages. Donc on allait faire des stages au Havre. Mais du coup là, tu vas voir des business angels, tu leur dis bon alors j'ai rien, mais on a une super équipe, donc croyez en moi et après je vais aller me former. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça fonctionne, ce discours ? Et ça fonctionne, ouais, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne comme souvent parce que y a des gens qui croient en vous. Et nous, ils étaient 3 au début. Patrick d'Alsace, qui est un des cofondateurs de La Fourchette, dont j'avais brièvement parlé, qui nous rencontre et je me souviens, sa décision, elle se fait sur le fait que donc il me pose des questions, il me dit je comprends rien à ce que tu fais, à ce que tu veux faire. Il me dit par contre j'aime bien ton histoire, j'aime bien le fait que tu sois allé faire du vélo dans des endroits un peu compliqués. Donc ça me plaît. Je pense que vous allez faire quelque chose. Donc j'investis. C'est joué à rien quand même. Ouais. Donc encore une fois le vélo. Hein. Non mais il faut avoir le pif pour trouver. Tu vois, c'est important du coup de parler de ton perso et de ce qui t'est arrivé avant, parce que c'est comme ça qu'à mon avis qu'ils arrivent à voir même la résilience. Le mec il est allé tout seul. Tu vois, c'est un métier d'humain au début, clairement, de financer au tout début. Complètement. Et je pense que et on le voit aujourd'hui, puisque on investit aussi à titre personnel un peu.
Là, il y a la fin de l'histoire, du coup, ça a bien marché au Bercy. Exactement, et dans ce cadre-là, on voit que la conviction, elle se fait aussi beaucoup sur l'équipe, sur les gens qu'on rencontre, et il faut avoir confiance, faut voir l'ambition chez les gens, et je pense que c'est ce qui a marché avec Patrick quand il nous a rencontrés. Et 2 autres investisseurs ont été déterminants, c'est les 2 autres, les frères Faton, Sylvain et Guillaume Faton, qui sont des entrepreneurs et chefs d'entreprise lyonnais, d'une société de transport qui s'appelle Faton Transport, et qui est une entreprise traditionnelle de transport routier et de commission de transport. Et on a rencontré Sylvain et Guillaume qui ont cru à ce qu'on essayait de faire, alors qu'à l'époque, effectivement, c'était 3 slides et 5 étudiants de 25 ans. Et ils nous ont dit, on croit ce que vous voulez faire, on croit en vous, on va investir et on va vous aider à le faire. Et c'est ce qui a été aussi la jonction avec la partie terrain, où en fait, quand Sylvain et Guillaume ont investi, on leur a aussi demandé, en fait, on a besoin d'aller voir chez vous comment ça se passe au Havre, à Saint-Exupéry, à Lyon, comment vous faites les opérations, comment vous vendez, comment vous opérez votre métier. Et on a eu, sur, je dirais, les 2-3 premières années de la vie de l'entreprise, un support extrêmement précieux de Sylvain et Guillaume, avec qui on est toujours en contact aujourd'hui, et qui nous ont aidés à nous lancer, ouais. Mais comment ça se passe du coup? Vous avez des bureaux et vous allez de temps en temps comme ça en stage d'immersion chez eux? Oui, exactement. En fait, eux ont des bureaux un peu partout en France et aussi à l'étranger. Et donc, on leur a dit, en fait, on a besoin d'aller voir comment vous gérez les imports maritimes au Havre. Et donc, eux nous ont mis en contact avec leur directeur d'agence. On est allé faire un stage sur place. On posait des questions à tout le monde. Enfin, on était des stagiaires de 3e, quoi. Et c'est comme ça que tu crées la plateforme. Enfin, tu crées tout, la tech, le produit et tout arrive en même temps. Ouais. Des clients, il y en a qui s'occupent d'aller voir des potentiels clients. Tout se structure. Tout se structure à ce moment-là. Et en fait, c'est en partant de l'expérience terrain qu'on fait là-bas, de notre expérience en stage dans ces différents endroits, qu'on comprend mieux le problème des clients qu'on cherche, les problèmes qu'on cherche à résoudre chez les clients de cette industrie. On comprend aussi les difficultés qu'il y a. Tout se met en place à ce moment-là. Et donc, pour faire simple, pendant que Brieux, Mathieu et moi, on fait ces stages-là, Georges et Antoine travaillent sur une première version de la plateforme. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en janvier. Donc, on commence à travailler sur la boîte, je dirais, en mai 2017. Donc, c'est à peu près à ce moment-là qu'on se lance à 5 à la fin de nos études pour faire le projet. Et entre-temps, on passe aussi notre diplôme de commissaire de transport. Donc, même chose, c'était important pour nous de le faire dans les règles de l'art et de respecter la réglementation sur le sujet. Donc, on retourne à la maison des examens d'Arcueil pour passer l'examen. On a le diplôme et donc on se fait enregistrer. Merci, ouais, mes parents étaient fiers. Ouais, n'est-ce pas? Ça avait bien investi les 2000 €. Voilà, ça valait le coup, exactement, ouais. Et donc voilà, et en janvier 2018, donc disons 7-8 mois après le début, une fois qu'on a obtenu notre agrément, on a notre premier client qui arrive. Mais là, comment est-ce que tu vends à ton premier client, sachant que là, honnêtement, la plateforme, elle est en construction. On avait Dimitri de Tiller qui nous faisait rigoler en disant je comprends pas comment ils ont pu acheter la première solution de Tiller tellement ça marchait pas. Ouais. C'est la beauté du sales. Mais c'est ça. Ouais, alors qu'est-ce que tu leur vends? Qu'est-ce que tu leur as dit en fait? C'est un sujet de blague récurrente de la part de mes associés qui m'accusent d'avoir exagéré les capacités techniques de notre plateforme de l'époque. Comment tu l'as présenté alors? Et alors, c'est toujours... Exactement. Finalement, concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Ouais, alors, donc peut-être pour passer par là, avant d'expliquer comment est-ce qu'on allait chercher nos premiers clients. Donc, on est dans un métier qui s'appelle la commission de transport. Il y a 3 types d'acteurs dans le transport international. Il y a ceux qu'on appelle ceux qui possèdent les actifs de transport. Donc ça, c'est les compagnies maritimes, CMA CGM, qui est l'armateur français, MSC, Maersk, je ne sais pas si c'est des noms qui vous parlent. Il y a les compagnies marseillaise, donc CMA CGM. Autant dire que... Voilà, tu connais. Donc voilà, les compagnies aériennes, Air France, etc. Les transporteurs routiers, donc ça, c'est les transporteurs. De l'autre côté de la chaîne, il y a les clients, qui sont les entreprises qui ont des besoins de transport. Nux, Veja, Schneider Electric, voilà, toutes les entreprises qui produisent des produits physiques ont souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, besoin de services de transport. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle un commissaire de transport qui intermédie la relation entre les transporteurs et les clients finaux, avec pour but de simplifier
toute la prestation d'un transport international. Et ça a 2 objectifs pour le client, enfin pour l'entreprise qui importe ou exporte. C'est de massifier les achats de transport. Donc en fait, quand on est une entreprise de j'en sais rien, qui fait des chaussures ou ce genre de choses, on est souvent très petit par rapport aux entreprises de transport. CMA CGM, c'est des dizaines de milliards de chiffre d'affaires. Voilà, c'est des boîtes qui sont très très grosses. Et on a beau être un gros importateur, souvent on est quand même très très petit par rapport à ces gens-là. Et un des rôles du commissaire, c'est de massifier les volumes de différents clients pour avoir des économies d'échelle vis-à-vis des transporteurs. Deuxième rôle, c'est un rôle d'excellence opérationnelle et d'arriver à coordonner la compagnie maritime, la douane, le transporteur routier et toutes les complexités qu'il y a sur un transport international. Et donc c'est ça qui justifie, je dirais, la valeur et l'existence des commissaires de transport. Et ce que nous, on essaie de faire, c'est le même métier, mais de le délivrer via des outils technologiques. Donc on a développé une plateforme web qui permet, pour faire simple, à nos clients d'importer ou d'exporter en quelques clics, avec des acteurs et des prestataires de qualité, de la visibilité en temps réel sur leurs marchandises, du reporting sur leurs coûts et leur impact carbone. Et si je devais le résumer, je dirais que c'est une vision, une expérience digitale et moderne de la commission de transport. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et donc ça nécessite à la fois de développer, je dirais, des capacités en tant que commissionnaire, donc des relations avec les compagnies maritimes, aériennes, transporteurs routiers, du savoir-faire douanier, etc. Donc c'est un gros morceau. Et de l'autre côté, d'être capable de développer des outils techno qui répondent aux problématiques des clients et aussi qui simplifient la vie de nos équipes en interne pour simplifier, je dirais, la coordination du transport international. Donc voilà le métier qu'on fait. Et donc si on se reprojette sur les premiers clients... Là, tu le présentes comme ça ? Alors Et tu vas voir qui, toi, du coup ? Alors, pour être très concret, nos 3 premiers clients, ils viennent de 2 canaux différents. Le premier canal, notre tout premier client, c'est une filiale d'Engie et qu'on a rencontré puisque Georges avait un copain d'école qui était en stage chez Engie. Ça commence comme ça. Hein. Donc Georges nous dit, voilà, j'ai un copain qui travaille là-bas. Il me dit que c'est quelque chose qui peut potentiellement intéresser la responsable du service logistique, etc. Donc, il nous obtient le rendez-vous. On va à Vélizy pour les rencontrer. Et là, stupeur, je leur dis, voilà, regardez, on fait quelque chose d'exceptionnel. On est les seuls à le faire en France. C'est extrêmement novateur. Vous avez la possibilité d'être parmi les premiers utilisateurs du service qu'on développe. Alors, on est une boîte en création, donc on ne peut pas prendre toutes les demandes qui arrivent. Donc, on va devoir sélectionner. En revanche, on a un lien particulier via la personne qu'on connaît. On aime beaucoup et on croit qu'on a peut-être quelque chose à faire ensemble, une belle histoire à écrire. Donc, si vous êtes intéressé, on peut s'assurer que vous fassiez partie des premiers à travailler avec nous. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ça marche. Et là, tu montres la plateforme, tu montres quelque chose de concret ou c'est vraiment... On montre des slides, puisqu'à cette époque, la plateforme est en cours de développement. D'accord. Voilà, donc on n'a rien de très concret. En revanche, et c'est ça qui est beau, c'est que les clients qui nous écoutent se projettent sur 2 choses. Je pense qu'ils se projettent dans les gens qu'ils ont en face d'eux, donc vis-à-vis de nous. Et je pense qu'ils ont senti des gens qui étaient engagés, qui mettaient leur chemise en jeu, quoi. Donc ils sentaient qu'on était là pour que ça marche, quoi, et que on n'allait pas les laisser tomber, qu'on était des gens fiables, etc. Donc ça, je pense que ça a bien marché. Et deuxième chose, ils se projettent aussi dans l'usage qu'ils anticipent de cette plateforme. Et donc le problème dont ils font l'expérience, ils le vivent tous les jours. Et donc la projection que ça puisse simplifier ça, souvent ça suffit. Et donc ils n'ont pas besoin de voir pour sentir et pour commencer, je dirais, à avoir une intuition des bénéfices qu'ils en tireront. Donc ça, c'est le premier client. Et les 2 autres clients qu'on allait chercher, c'était via le réseau des anciens. Moi, j'avais jamais fait de vente. On n'avait jamais rien fait. Hein, donc voilà. Et j'avais pris le réseau des anciens d'HEC et j'avais appelé de manière méthodique des personnes de la liste. Voilà, des centaines d'anciens diplômés. Sales, Voilà, et je leur disais, on est 5, on monte quelque chose qui, je pense, vaut la peine d'être écouté. On a besoin de 10 minutes avec la personne qui est en charge de la logistique dans votre entreprise. Est-ce qu'on peut se parler ? Voilà. Et on a eu un support de la communauté des anciens génial. Donc voilà. Et on a aussi une belle histoire avec HEC, puisque on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a été créé dans le cadre du Startup Launchpad, donc qui est un programme
d'entrepreneuriat étudiant d'HEC. On a été incubé à l'incubateur HEC ensuite à Station F. Et voilà, donc on a eu un vrai soutien de la part d'HEC dans notre développement. Et du coup, vous avez vos premiers salaires, enfin, après ces premiers clients, ça y est, ça démarre. On a nos premiers clients, mais on n'a pas nos premiers salaires parce que pas toujours concomitant. Ouais, c'était pas concomitant. On se paye 1 an après avoir lancé l'entreprise, donc on se paye fin 2018. Pas mal, je pense, en termes de ratio lancement entrepreneurial et premier salaire. Ouais, en fait, concrètement, et c'est peut-être ça aussi qui a marché chez nous. On est des gens prudents, on est des gens, on fait attention à l'argent, on essaie d'avoir la culture de faire beaucoup avec peu. En tout cas, c'est toujours ce qu'on a essayé de faire. Et on s'est toujours dit, en fait, déjà, on a la chance aussi d'avoir un cadre familial qui nous permet on vivait chez nos parents, mais de pouvoir nous supporter pendant qu'on faisait ça. Donc ça, c'était clé. Et merci à nos parents et nos familles de nous avoir d'avoir créé un cadre dans lequel on ait pu faire ça. Et deuxième chose, on voulait investir l'argent dans des choses qui allaient servir le développement de l'entreprise. Et honnêtement, qu'on ait un salaire ou pas, ça allait pas changer notre motivation, ça allait pas changer la face du monde. Alors que pour le coup, être capable de payer les gens pour qu'ils viennent bosser avec nous, ça pour le coup, ça changeait pas mal de choses. Donc priorité aux premiers salariés. Vous trouvez les premiers clients, la plateforme se développe et vous recrutez les premières personnes. Voilà. Vous devenez manager. On devient manager, on découvre le recrutement aussi. C'est un vrai sujet dans les entreprises. Ouais, complètement. Ô combien important et ô combien compliqué. Et mélange. C'est pas une si mauvaise idée, la startup de RH en fait. Ouais, peut-être qu'on en aurait eu besoin, ouais. Et pour autant, on a recruté des gens, on a eu beaucoup de chance et je pense un peu de flair. On a recruté des gens dont la grande majorité sont toujours avec nous, dans les premiers salariés. Génial. Et on a recruté des gens qui étaient super engagés, très motivés par le projet, ambitieux, qui avaient envie de construire quelque chose, qui ont co-construit la culture avec nous. Donc on a eu vraiment un carré d'as sur nos premiers salariés. Et encore une fois, 5 ans plus tard, l'écrasante majorité sont toujours là. Et ensuite, on se développe. On fait une première levée de fonds fin 2018 de seed avec la BPI, Kima et des business angels. On lève 1,5 million en equity et 400 000 euros de dette. Et on continue à se développer jusqu'à l'entrée du groupe au capital. Et là, alors, comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous êtes combien avant d'être rapprochés ? Vous l'avez vendu ? C'est quoi un peu Où sont vos bureaux ? On est 25. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie de manager ? Tu vas pas passer sur 3 ans de... Non, mais, les fast track. Mais dans ces cas-là, il nous faudrait 2 heures. Eh oui. Rapidement, vas-y. Nos bureaux, on est rue des Petites Écuries. On sort de Station F quand on commence à être 10-15. On est 25 à peu près à cette époque-là, 25-30. Bêtise de manager qu'on a faite, c'est pas assez délégué. On a mis du temps à déléguer certaines choses, et notamment moi sur la partie commerciale. Au début, j'ai été très très impliqué dans ce que faisaient tous les vendeurs, ce qui est compliqué, je trouve, parce que ça permet pas aux gens de grandir suffisamment vite. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en m'éloignant, en tout cas en laissant plus de place aux vendeurs, je trouve que c'est à ce moment-là qu'ils ont pris beaucoup de... Ce qui est rassurant pour toi aussi en tant que manager de voir que ça roule. Ouais, complètement. Complètement, et c'est comme ça que je pense que les gens grandissent aussi, qu'ils se sentent responsabilisés. Et d'ailleurs, une grande partie d'entre eux aujourd'hui sont eux-mêmes managers et je trouve ont prouvé aussi l'étendue de leurs valeurs. Donc on fait ça. Quelle autre erreur on peut faire ? Vous recrutez trop vite, trop de monde ? Ou ça va ? Non, ça va. Encore une fois, on a toujours été des gens assez prudents, donc on a toujours fait les choses un peu petit à petit. Et vous n'avez pas tant que ça d'argent non plus à déployer à ce moment-là. Et on n'a pas beaucoup d'argent. C'est l'erreur souvent des trop grosses levées et justement de déploiement très rapide. Ouais, non. Encore une fois, nous, je pense que si nous, on est plutôt la tortue que le lièvre dans la fable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense, parce qu'à la fin, c'est la tortue qui gagne. Mais voilà. Et ensuite. Très bonne métaphore. Ouais, en tout cas, on est une tortue véloce, mais en tout cas, on essaie de pas aller trop vite. Et encore une fois, on est des gens prudents. Et donc, comment ça se passe ? Anecdote que je trouve assez marrante. Donc, nous, à ce moment-là, on décide d'aller relever des fonds. Vous êtes combien ? On est 25. On est 25. On est une boîte qui fait beaucoup de croissance. On a des super clients qui sont engagés avec nous. Voilà, donc on est dans une dynamique de croissance très positive. Voilà. Et on décide d'aller lever des fonds. Il se trouve qu'on a notamment une offre intéressante de la part d'un fonds qu'on étudie avec attention.
et qui s'est par ailleurs très bien comporté pour toute la suite du process. Et à ce moment-là, mon associé Mathieu, on recherchait un directeur commercial à l'époque et envoie un message au directeur commercial du groupe Bolloré en lui disant qu'on recherche un profil de directeur commercial et que son profil peut coller. Voilà. Les intéresser. Voilà, exactement. Ce que je trouve d'une audace délicieuse. Et donc, voilà, sachant que le groupe Bolloré, c'est 80 000 collaborateurs. Enfin, voilà, et nous, on est 25 à l'époque. Il y a une petite différence d'échelle. Et en fait, donc, Olivier, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, Olivier Bocara, lui répond et lui dit écoute, je suis pas à la recherche d'un job, ça se passe très bien en ce moment dans le groupe. En revanche, je trouve que ce que vous faites est intéressant, donc si vous êtes ok avec ça, rencontrons-nous. Donc Olivier vient nous rendre visite dans nos bureaux et on y reviendra peut-être après, mais ce qui marche très bien ensuite dans la relation avec le groupe, c'est il y a d'abord une rencontre humaine. On s'entend très très bien avec les gens qu'on rencontre, on se fait confiance, on sent qu'on a malgré la différence d'âge et je dirais d'expérience, parce qu'ils ont pour le coup beaucoup plus d'années d'expérience que nous là-dedans, on se rend compte qu'il y a des choses très convergentes dans nos façons de fonctionner. Et voilà, donc ça se passe très bien avec Olivier. Et là, vous comprenez tout de suite qu'il y a un intérêt de leur part d'un potentiel rachat ou pas forcément ? On le comprend assez vite, puisque je veux dire, les corporates qui s'intéressent à des startups, enfin, je veux dire, souvent la thématique de l'investissement arrive très vite et voilà. Et nous, on intervient dans un secteur où il y a des très gros acteurs et on a toujours été très agnostique sur la façon de se développer. On s'est jamais dit qu'on serait uniquement financé par des investisseurs de capital risque. On s'est toujours dit qu'il y avait qu'on s'associerait avec les gens qui nous permettraient d'aller plus loin dans la vision qu'on avait, et donc on n'a jamais fermé la porte aux investisseurs industriels, jamais fermé la porte aux investisseurs de capital risque. Enfin voilà, on est des gens pragmatiques et on veut trouver des gens qui ont envie d'écrire l'histoire avec nous. Donc on savait que c'était une option sur la table, donc le groupe s'est rapproché de nous, et nous, ce qu'on leur a dit, c'est en fait on est dans un process de levée de fonds, donc si vous êtes intéressés, discutons-en, alignons-nous sur le même timing pour qu'on puisse comparer et choisir, et ensuite réfléchissons et écrivons ce qu'on pense que l'histoire pourrait être ensemble. Donc à ce moment-là, on rencontre tout le groupe chez Bolloré Logistics, je vais les citer, Pierre Way, Thierry Renbogen, Bertrand Janin, pour ne citer que, avec qui on commence à écrire un peu cette histoire-là, Fabricio Protti ensuite, Cyril Bolloré, et ensuite dans la relation humaine et dans la vision qu'ils ont de notre développement, on se rend compte qu'il y a une convergence forte. Et donc on se dit, en fait, c'est des gens qui sont capables de nous aider à aller plus loin. Bolloré Logistics, c'est un des 10 acteurs, un des 10 plus gros acteurs mondiaux de notre industrie. C'est des gens qui ont des volumes importants, qui ont un savoir-faire important, qui ont un réseau mondial. Et donc pour nous, c'était... Mais là, les synergies sont évidentes, mais comment est-ce que vous vous mettez d'accord à 5 entre choisir un processus de levée de fonds et un rachat où la trajectoire est radicalement opposée? Ouais, on se met d'accord dans la douleur. c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'association. Et je pense qu'une association qui fonctionne, c'est pas forcément une association paisible. Bien sûr. Et au contraire, je crois que c'est sain de se dire les choses. Et je trouve qu'avec mes associés, on le fait plutôt bien. Et donc, on débat. On débat beaucoup, on réfléchit, Le combat de boxe que Dimitri nous parlait verbal. Ouais, c'est vrai que c'est des débats qui sont par moments un peu chaleureux, quoi. Et il y a pas mal, il y a une identité assez méditerranéenne dans l'association avec mes associés. Donc c'est vrai que c'est des débats chaud, quoi. Engagés, vifs, etc. C'est sûr. Mais par contre, important. Et à l'issue de ça, en fait, on se rend compte, en tout cas, on est tous convaincus qu'on peut aller plus vite, plus loin avec le groupe. Donc vous arrivez quand même à vous mettre d'accord? On arrive à se mettre d'accord, ouais, sans problème. Et en fait, on fait un travail. C'est pas évident. Tu peux avoir un ou deux qui est vraiment contre, et du coup, ça. Et je pense que le rachat, ce serait pas fait d'ailleurs. Absolument. Le concept d'une association, c'est quand même que tout le monde a voix au chapitre et qu'il peut y avoir des vétos être tous engagés sur un projet aussi structurant que celui-là, c'était absolument nécessaire. Donc tout le monde n'était pas convaincu au début. En revanche, petit à petit, on arrive à voir les bénéfices de cette association, puisque je préfère parler d'association que de rachat, puisque pour nous, on le vit plus comme une association, comme un rachat, parce que notre vision, c'est qu'ils vont nous aider à aller plus loin, alors que le rachat,
sous-entend un peu que derrière c'est un peu fini, que c'est un peu la fin de l'histoire des fondateurs, ce qui n'est pas du tout notre cas. On a fait Justement, là, 2 ans de rachat, comment est-ce que ça se passe et je pense que c'est intéressant parce que ça fait toujours peur, le rachat d'une start-up par un grand groupe. Or, on le voit, ça commence à devenir un peu plus la norme, là où les levées de fonds sont moins faciles. Et je pense que ton témoignage est aussi rassurant de ce côté-là. Ouais, alors je n'ai pas prétention comment dire, à un dogme sur le fait que ça se passe toujours très bien avec on avait Dimitri, encore une fois, de Tiller, et qui était très content aussi. Ouais, je pense qu'il y a c'est comme les chasseurs, hein, il y a le bon et le mauvais chasseur, et je pense que dans les deals corporate startup, il y a aussi les bons et les mauvais deals. Nous, je pense qu'on était un bon deal. Les raisons pour lesquelles je pense que c'était un bon deal, c'est qu'il y avait une entente humaine, il y avait énormément de confiance, il y avait une vision commune, et ça, je pense que ça lève énormément de problèmes au quotidien. Beaucoup de confiance aussi, voilà. Donc ça a très bien marché. Et 2 ans après, franchement, ça marche très très bien. Pour vous donner quelques chiffres, on était 25 salariés quand le groupe est rentré. Aujourd'hui, on est à 180, je crois, dans 5 pays, alors qu'on était que dans un pays au début. On a une croissance de notre chiffre d'affaires et de nos volumes qui a été extrêmement importante. Je crois qu'on a dû faire x8 à peu près depuis que le groupe est rentré. Le groupe nous a aidés sur toute une série de sujets. On est devenu beaucoup plus mature comme organisation. Ils nous ont aidés à nous rendre plus matures en finance, en comptabilité, sur certains sujets legal, sur notre approche du métier aussi, sur notre capacité à créer une stratégie industrielle sur ce secteur, etc. Donc pour nous, c'était vraiment un accélérateur. Mais qu'est-ce qui change aussi pour vous ? C'est quand même, vous devez rendre des comptes. Tu vois, cette notion-là, peut-être que c'est pas du tout non. La manière dont vous voyez les choses, vous vous rendez pas de compte. Mais tu vois, il y a un truc où là, vous êtes associés et donc vous n'êtes plus que tous les 5. Ouais, alors on rend toujours des comptes quand on a des actionnaires, et puis en fait on rend des comptes aussi à ses salariés, donc je pense pas qu'il y ait de changement majeur. Et par ailleurs, dans l'esprit de ce qu'on avait signé avec le groupe, il y avait une volonté de synergie, d'accélération, mais aussi d'indépendance. Et ça, c'est ce qui nous a convaincus aussi, c'est que le groupe a compris très vite que pour que ça marche, il fallait aussi qu'on ait nos propres process, notre propre mode de fonctionnement, et que l'innovation se développe bien aussi avec qu'il faut une autonomie suffisante pour que l'innovation se passe. Et donc il y avait un très bon niveau, je dirais, à la fois de synergie et d'accompagnement, et en même temps d'autonomie et d'indépendance. Donc ça a très bien marché jusqu'ici. Et donc qu'est-ce qui a changé ? On est meilleur à ce qu'on fait. On est meilleur à ce qu'on fait parce qu'on grandit grâce à l'expérience du groupe. On est exposé à beaucoup d'autres sujets. Je veux dire, on est exposé à la gestion d'une entreprise de, encore une fois, dizaines de milliers de salariés dans beaucoup de groupes, enfin dans de nombreux pays, avec des problématiques qui sont celles qu'on aura, je l'espère, bientôt. Donc voilà ce qui a changé. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on a une gouvernance qui est plus structurée, donc on a des boards tous les 3 mois, on a appris à faire un exercice budgétaire, hein, ce qu'on savait pas faire avant en fait. Avant on gérait au jour le jour quasiment. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un budget tous les ans, qu'on suit, auquel on se tient. Enfin, je veux dire, en termes de gestion d'entreprise, on a appris beaucoup de choses. Très vite. On a grandi très vite et franchement, honnêtement, dans notre capacité à générer du résultat, je trouve que ça a été déterminant. Donc, si je résume, la relation se passe vraiment très bien et je pense que aussi bien le groupe que nous en tirons beaucoup de... Sachant que vous avez vos bureaux, c'est vous qui recrutez, vous êtes quand même très indépendant. Ouais, complètement. Justement, comment est-ce que tu passes en 2 ans de 25 à 180 personnes et tu gardes cette identité ou est-ce que les 25 personnes sont toujours là ? Enfin, comment ça se passe ? C'est énorme en termes de volume en 2 ans. Ouais, alors c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de recruter des volumes importants de salariés avec des volontés d'affinité, je dirais, vis-à-vis de la culture d'entreprise, vis-à-vis des niveaux de talent élevés aussi, etc. Donc tout est compliqué. Comment on le fait ? Il faut prioriser le talent. Il faut être conscient que le recrutement et le développement des talents, c'est un sujet clé dans toutes les entreprises, et en particulier dans une start-up. Moi, je pense que la réussite ou l'échec dépend à 95% des gens qui sont sur les sujets et que
même dans le marché le plus compliqué, les talents font la différence. Donc ça on a toujours eu cette conviction-là cheville au corps. Deuxième chose, il faut des ressources. Donc on a beaucoup investi sur le recrutement. On a créé une équipe de talent acquisition qui fonctionne très très bien. Voilà. Et ensuite, je pense que le troisième point assez clé, c'est de conserver et développer une culture d'entreprise. On a vraiment beaucoup travaillé là-dessus pour créer un cadre de travail dans lequel les gens apprécient travailler, dans lequel on essaye de faire vivre nos valeurs au quotidien. Notre valeur numéro 1, c'est la pédagogie. Et on cherche des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'expliquer à nos clients. Voilà. Et en fait, créer cette alchimie autour de cette valeur cardinale, c'est ce qui, je trouve, nous a aidé à passer ces étapes. Ça donne envie de venir, en tout cas. C'est vrai, bravo, Bon, c'est top. génial. Mais on recrute. Hein. Vous recrutez encore? Non, Ouais. Attends, il reste 2 minutes. Je sais même pas, on aurait envie de continuer encore que des heures. Attends, et du coup, là, ça vous porte où, Bolloré? Peut-être c'est quoi la suite déjà? What's next? Et après, on a 3 questions et après, on te laisse partir. Magnifique. What's next? En fait, on continue à recruter. On se développe en France, à l'étranger. On est présent aux États-Unis, en Italie, en Espagne et à Singapour. On recrute beaucoup en Italie, en Espagne et aux US notamment. Donc la suite pour nous, c'est continuer à grandir. On est persuadé qu'on a de grandes choses à faire. Ce que je disais, c'est qu'on a découvert aussi notre ambition un peu petit à petit et en fait, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses, je pense, significatives et on a envie de les faire en tout cas. Donc la suite de l'histoire pour nous, c'est de continuer à croître, continuer à grandir. On recrute par exemple encore 70 personnes cette année. On a des beaux projets à faire. La suite, c'est aussi accompagner nos clients sur la transition écologique. Donc on essaye de... Ce qui est très important aussi aujourd'hui pour vos clients et pour vous. Ouais, j'imagine. Sujet absolument crucial pour nos clients, pour nous, pour... Vous avez recruté en interne pour gérer justement ce Ouais. genre de... Okay. Ouais, complètement. On a recruté quelqu'un qui s'appelle Charles, qui est en charge de tous les sujets net zéro chez nous. Donc en fait, l'accompagnement de nos clients sur la diminution de leur intensité carbone. Pour faire simple, ce qu'on veut, c'est favoriser le report modal, donc aider nos clients à faire plus de transport maritime plutôt que du transport aérien. En tout cas, à chaque fois que c'est possible. Et donc ça, c'est un des points importants pour nous, d'être capable d'accompagner nos clients, de leur donner envie, de leur donner les clés aussi pour y arriver. Donc ça, voilà aussi la suite. Et le troisième point, je pense, c'est continuer avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. On a la chance d'avoir eu un très faible turnover dans l'histoire de l'entreprise. On fait attention, enfin, en tout cas on essaie autant que possible de développer les talents chez nous, de créer un cadre dans lequel les gens peuvent évoluer. On a beaucoup de talents chez nous qui partent à l'étranger. On a des gens qui partent aux États-Unis, en Espagne, bientôt peut-être en Italie, à Singapour, qui ont commencé chez nous en France. Et voilà, on veut le développer. Eh ben, bravo. Génial, ouais, franchement, bravo à tous les 5. Hein. Merci, je transmettrai, ouais. J'espère qu'ils écouteront. Oui, j'espère qu'ils t'écouteront religieusement comme on l'a fait nous pendant 1 heure. Génial. On est 1 minute en retard. Avant de terminer cette super interview, 4 questions. Arthur, tu es dans une station-service, tu es à la dalle, tu achètes quoi? Oula, j'achète des chips. Des chips à quoi? Chips barbecue. Voilà. Petit péché mignon. C'est mon petit péché mignon, ouais. Malheureusement, je suis un anti-gastronome. Je ne sais pas apprécier la bonne nourriture. Mais j'ai un homme simple, on peut faible. dire Je aussi. suis un homme simple, exactement. Exactement. Ouais. Si tu devais manger un plat pour le reste de ta vie, ça serait lequel? Mais très par tes bouches. Vous allez voir, un gratin de pâtes. Oh, Maria. C'est tellement simple. N'est-ce pas? Ouais. Très corpo. Comment fais-tu pour déconnecter? Le vélo. Le vélo, Non, je plaisante. ouais, parce que je continue à faire encore un peu. Le temps avec Flavie, ma femme, qui est un vrai temps de déconnexion. J'adore la montagne aussi, notamment en été, donc de la rando. Après, pour être franc, je déconnecte. Enfin, j'ai pas un rapport au travail. Enfin, le travail, c'est pas quelque chose de désagréable pour moi. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Donc voilà. Et le côté négatif, c'est que j'y pense souvent, pour ne pas dire tout le temps. Le côté positif, c'est qu'en fait, je le vis pas comme une contrainte. Voilà. Donc, mais bon, chacun son équilibre et voilà. Moi, ça me pose pas de problème. Et enfin, ta petite routine du dimanche soir. Eh bien, c'est le foot.
C'est le football club du dimanche, là, c'est quoi? Exactement, je joue au foot avec mes associés tous les dimanches soirs. Je pensais que c'était pour régler les comptes un peu des frustrations de la semaine. Je crois que c'était la télé, il n'y a pas un truc le dimanche soir. Si, effectivement, il y a la Ligue 1. Non, là, c'est jouer au foot et on joue ensemble souvent avec mes associés, enfin, quand ils acceptent de me prendre dans leur équipe. Donc non. Est-ce que c'est le dernier à être choisi? Nul. Je suis pas le plus nul, non, j'espère pas, je ne pense C'est pas. le plus nul. Y a pas Histoire de créer des conflits pour la fin dans cette belle association. Franchement, ça lui fera pas plaisir, mais je pense que c'est Mathieu. Aïe. Non, c'est une blague. Non, et voilà, donc il y a ça. Et puis mon petit péché mignon, c'est je suis un grand supporter du club de Brive, Brive-la-Gaillarde. Toutes les vérités et les mensonges. En rugby. Voilà, Okay. Je suis grand fan, supporter. La famille de ma mère vient de là-bas. Mon grand-père a joué et été bénévole au club. Et donc du coup, voilà, grand supporter. Je suis devenu actionnaire il y a quelques temps aussi du club, qui vit une remontada exceptionnelle en ce moment. Donc voilà, ça me donne aussi le sourire. Génial, merci beaucoup Arthur. Et on a 3 minutes de retard et on va te laisser courir, partir à tes rendez-vous. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette petite heure, c'était vraiment super intéressant et bravo à vous 5 à encore. vous aussi. Ouais. Sauvan, merci encore Avec plaisir d'avoir convié à très Arthur. vite. C'est grâce à toi qu'on a tous ces super invités. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À très vite, Merci, salut. à Ciao. bientôt.